Ce pauvre loser pathétique se fait avouer ses sentiments par la fille la plus s'avère canon, être une assassine mais quand qui il veut va qu'il devienne un saccade. Cependant, il s'avère ensuite que il vient du clan d'assassins le plus puissant, alors son garde du corps reste. Tout commence au collège Eiga 3e. À Toki, Sakuraba a l'air d'un élève normal, mais sa vie est tout sauf normale. Un jour en classe, il remarque quelque chose d'étrange dehors, mais ses amis le distraient avant qu'il peut y penser. Après ça, tout semble redevenir routinier, l'école, les cours de bachotage et traîner dehors. Pourtant, contrairement aux autres gosses, l'emploi du temps d'Itoki est bourré de leçons supplémentaires, parce qu'il vient d'une famille aisée. Quand ses amis l'invitent à aller s'amuser, il est sur le point d'accepter, mais une fille masquée à proximité démolit cette idée vite fait. Elle s'appelle Kao Setsu et elle travaille avec sa mère en gardant un œil sur lui et en s'assurant qu'il reste concentré. Alors même quand il veut de la liberté, quelqu'un est toujours là, surveillant chacun de ses gestes. Tout en s'inquiétant de son avenir, Itoki se rend compte qu'il est en retard pour les cours du soir et s'élance en prenant des raccourcis. Sa course dramatique attire l'attention d'une fille aux cheveux rouges. À peu près au même moment, dans un supermarché local, la vie quotidienne continue. Les employés gèrent des clients impolis et Takasada se fait réprimander par Mitsuzo pour son attitude. Puis le propriétaire du magasin apparaît, qui s'avère être la mère d'Itoki et demande à Tokizada de ramener son fils à la maison. De retour à la maison, Itoki et sa mère préparent le dîner ensemble. Ils parlent de vouloir une vie d'adolescent normale, comme obtenir un petit boulot à temps partiel ou sortir davantage, mais sa mère ne se soucie que des études. Elle est tellement stricte qu'elle a même arrangé pour que Kaosetsu le surveille tous les jours. Puis quelque chose d'inattendu se produit, Itoki reçoit une lettre d'amour excité et nerveux. Il va rencontrer la fille qui l'a envoyée. Il s'avère que c'est Sadami Tsubaki, la même rousse, fille qu'il avait remarqué plus tôt. Leur conversation est maladroite, mais Sadami parle avec des sentiments intenses, presque comme si elle l'avait connu depuis toujours. Itoki est gêné mais aussi ravi. Pour la première fois, il a l'impression de vraiment pouvoir profiter de sa jeunesse. Il ment même à sa mère pour pouvoir sauter l'entraînement du dimanche et aller à un rendez-vous, mais sa mère voit immédiatement clair dans son jeu. Au début, elle semble curieuse, mais une fois qu'elle apprend que cette fille est pratiquement une étrangère, son humeur change. Elle lui interdit de sauter les cours et lui dit de ne plus revoir Sadami, ce qui ne fait que rendre Itoki encore plus déterminé. Furieux de voir à quel point sa mère est autoritaire, il l'ignore et sort quand même avec Sadami. Le rendez-vous prend une tournure choquante lorsque Sadami l'invite chez elle. Il est déjà nerveux et les choses deviennent encore plus étranges une fois qu'ils sont seuls dans sa chambre. Et juste au moment où il essaie de se détendre, Sadami enlève soudainement sa robe sans prévenir. Itoki panique et la repousse. Essayant d'en rire, il demande en plaisantant s'il y a une caméra cachée quelque part, puis il regarde sous le lit et trouve un œil rouge terrifiant qui le fixe en retour. C'est à ce moment-là que Sadami laisse tomber la comédie. Sa personnalité douce disparaît instantanément, elle sort un couteau et l'attaque, révélant que toute cette confession était un piège. Elle ne s'est jamais intéressée à lui, elle est venue le tuer. Avant qu'elle ne puisse terminer le travail, Kosetsu apparaît et le sauve. Elle l'entraîne dehors, le jette dans une voiture noire et disparaît à nouveau. À l'intérieur, Aria et Mitsuzo, tous deux vêtus de tenues étranges, lui disant qu'il l'emmène quelque part en sécurité. Mais un autre véhicule apparaît et soudain, ils sont poursuivis. Pendant la fuite, Aria pousse Itoki hors de la voiture et lui ordonne de courir en ville et de se cacher parmi les gens. Elle et Mitsuzo restent derrière pour se battre. Itoki n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il court quand même au moment où il atteint la ville. La nuit est tombée, les lampadaires commencent à s'éteindre l'un après l'autre, rendant tout inquiétant. Il rencontre un policier qui semble prêt à l'aider. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse se passer, la même menace aux yeux rouges apparaît et tue le policier juste devant lui, terrifié. Itoki continue de courir, mais ce n'est qu'un garçon normal et il ne peut pas se défendre. Il se fait capturer, tabasser et ligoter. Juste avant de perdre connaissance, il voit Takasada arriver pour le sauver. Quand il se réveille en haut, il est de retour dans la voiture avec Kosetsu à ses côtés. Bientôt, il est ramené chez lui où un groupe de personnes, y compris sa mère, des proches et des alliés de la famille, s'inclinent devant lui avec un profond respect. C'est alors que sa mère révèle enfin la vérité. Ils sont tous des ninjas. Les vies paisibles qu'ils mènent en public ne sont que des déguisements. Ils appartiennent au village d'Eiga, l'un des clans ninjas cachés qui sont restés hors de vue pendant des générations. Mais maintenant, le village de Koga, un clan rival, veut détruire Eiga et prendre contrôle. Satomoa et les autres qui l'ont attaqué venaient tous de Koga, puis vient le plus grand choc de tous. Itoki est le légitime 19e Air d'Eiga. Tout le monde, y compris Mitsuzo, Tokusada et Ryan. Nils, avant lui, et l'appelle jeune maître. Sa mère explique qu'elle l'a élevé strictement. Pour le préparer à ce moment précis, il a toujours été destiné à hériter de ce rôle. Itoki ne peut
pas le supporter. Hier, il pensait n'être qu'un étudiant ordinaire. Maintenant, on lui dit que des ninjas sont réels. Des ennemis veulent le voir mort. Et toute sa vie a été bâtie sur des secrets. Il veut rejeter tout cela. Mais Mitsuzo l'avertit que le monde extérieur ne peut pas le protéger, seul Eiga le peut, vu à quel point il est dépassé. Tokusada le prend à part et lui propose tranquillement un autre choix. Il peut s'enfuir. Cette option, dit Tokusada, venait d'Itoki's mère elle-même. Puis il lui parle de son père, l'ancien chef d'Iga qui est mort alors qu'Itoki était encore très jeune. Après cela, Yumika, sa mère, s'est avancée et a porté à elle seule le fardeau de protéger le village. Cette vérité brise Itoki. Il réalise à quel point sa mère s'est sacrifiée et sait qu'il ne peut l'abandonner. En larmes, il accepte ce qu'il doit faire. Ailleurs, Sadomi, furieuse de son échec, jure qu'elle le tuera quoi qu'il arrive. Au quartier général de Koga, leur chef insiste pour que Eiga soit écrasé le plus vite possible. Le lendemain, Raihan réveille Itoki et lui dit que son ancienne vie est terminée pour l'instant. Pour sa sécurité, il doit quitter l'école ordinaire et s'inscrire à l'académie de Nenjutsu Kokuten, la seule école publique de ninja au Japon. C'est un endroit sécurisé où seuls les élèves sont autorisés, ce qui en fait l'option la plus sûre pour lui. Après avoir regardé la présentation de l'académie, Itoki apprend qu'il doit passer le test d'entrée presque immédiatement. Tout semble précipité, mais il n'y a pas de retour en arrière. Pendant ce temps, Yumika continue d'agir joyeusement au supermarché, même si la pression de Koga se resserre. Ryan explique aussi le NSC, le Comité National de Sécurité du Nenjutsu, qui a été créé après une grande guerre ninja 70 ans plus tôt pour empêcher les villages de se détruire à nouveau. Ce soir-là, Itoki parle avec sa mère de son père et de ses peurs pour l'avenir. Tout ce que Yumika peut faire, c'est l'encourager et lui dire de continuer. Le lendemain, Kosatsu et Takasada l'escortent jusqu'à l'examen d'entrée de l'académie. Le site du test se révèle être à l'intérieur d'un centre commercial appartenant à Koga, ce qui rend les choses encore plus suspectes. Une fois à l'intérieur, Kaozatsu lui donne une phrase codée à utiliser et on le conduit dans une salle cachée où les autres candidats attendent, l'examen est expliqué, c'est une partie de cache-cache. Un élève se cache, l'autre cherche. Si celui qui se cache évite d'être trouvé, il réussit. Si le chercheur le trouve et le touche, il réussit. Le test dure 10 minutes et est surveillé par des caméras. Itoki est associé à une fille aux cheveux bleus nommée Yasukawa, mais quand il regarde de plus près, il est horrifié. C'est en réalité moi, triste, déguisé. Quand le jeu commence, Itoki se lance à sa poursuite, confus et sur les nerfs. Il ne se rend pas compte que quelqu'un s'approche furtivement pour le tuer, mais Tokazada arrête secrètement l'assassin avant que quoi que ce soit n'arrive. Kozatsu avertit ensuite un Toki que des agents de Koga ont infiltré la zone, transformant l'examen en une véritable zone dangereuse. Peu après, elle le sauve encore d'un autre ennemi caché, assaillant, utilisant un camouflage optique. Puis elle se précipite pour aller se battre, laissant un Toki continuer seul. Sans véritable expérience de ninja, Itoki doit réfléchir vite. Il attrape un extincteur, déclenche l'alarme incendie et remplit la zone de fumée. Les arroseurs se déclenchent aussi, ruinant l'équipement de furtivité de l'ennemi et exposant leur position. Dans le chaos, il finit par repérer Satoami. Elle attaque immédiatement, mais Kosatsu revient juste à temps pour la bloquer. Les actions de Satoami finissent bien par la trahir et le personnel de l'examen l'attrape. Juste après ça, le surveillant annonce que l'épreuve est terminée. Plus tard, le surveillant remet en question la méthode imprudente d'Itoki en faisant remarquer qu'un ninja devrait éviter de faire une scène, mais Itoki explique son choix clairement. Il a vu des gens ordinaires à proximité et ne voulait pas que des passants innocents soient entraînés dans le danger. Ainsi, au lieu de penser comme un ninja, il a agi pour protéger tout le monde d'abord. Sur le chemin du retour, Itoki pense qu'il a échoué et que son avenir est ruiné. Tokasada plaisante à propos de passer le reste de sa vie à trimer comme un esclave. Puis il reçoit un appel et révèle la nouvelle même nuit, choquante. Du côté de Koga, un officier du NSC annonce que Satoami et 4 autres ont enfreint plusieurs règles graves. Le chef de Koga sort rapidement des papiers, affirmant que ces 5-là avaient déjà été expulsés avant tout ça et étaient officiellement considérés comme des ninjas renégats. En gros, Koga essaie de se laver les mains de tout ce bazar. Le capitaine du NSC les avertit encore que leur comportement a l'air louche. Puis il s'en va. Peu après, Satoami est retrouvée morte en elle-même. Personne ne sait si elle a mis fin à ses jours ou si quelqu'un d'autre l'a fait à sa place. Pendant ce temps, Itoki retourne dans son ancienne école et dit qu'il est muté à Tokyo. Il essaie d'agir normalement en disant au revoir à ses amis, mais ça fait clairement mal. Au domaine des Aiga, Yumika dit qu'il prenne sa nouvelle école au sérieux et reste concentré. Puis il part avec Tokasada et Kaosetsu. Une fois arrivé à Tokyo, Tokasada les dépose à une station et s'en va. Après avoir traversé un tas d'arrêts, ils finissent enfin par arriver.
Dès qu'Itoki descend du train, il rencontre une mignonne fille rousse aux cheveux courts nommée Ryoko Suzanori. Elle lui parle tout de suite et pendant un moment, être entouré d'autres élèves le fait se sentir un peu mieux. Il commence même à penser que la nouvelle vie scolaire n'est peut-être pas complètement affreuse. Ce sentiment ne dure pas. En regardant autour de lui, il se retrouve séparé de Kaosetsu et finit devant un groupe de gars. Un étudiant roux, en particulier, le regarde comme s'il le détestait déjà. Avant qu'il ne puisse l'acculer, une fille blonde accourt soudain, fait comme si elle connaissait Itoki et l'entraîne hors de là. Une fois qu'ils sont en sécurité, elle le prévient que ces garçons sont des étudiants de premier plan du village de Koga et se faire leurs ennemis serait une terrible idée. Puis elle se présente comme Kir. Kir est joyeuse, audacieuse et facile à aborder. Mais quand elle apprend qu'une Toki vient d'Aiga, elle est choquée. Aux yeux de la plupart des gens, Aiga est pratiquement fini. Plus tard, tous les élèves se rassemblent pour le discours du proviseur, puis se dirigent vers la classe. Par coïncidence, Itoki, Kosetsu et Kire se retrouvent dans la même classe. Après ça, Kir les emmène à la cafétéria et leur donne un avertissement discret, rester sur les repas à un 0 yen. Tout mieux pourrait attirer l'attention des étudiants de Koga, et c'est la dernière chose dont ils ont besoin. Ces types ont de l'argent, du pouvoir et une attitude exécrable. Et bien sûr, dès qu'un Toki pose les yeux dans leur direction, l'ambiance se refroidit. Kir s'écarte rapidement pour qu'elle ne se fasse pas entraîner dans les ennuis. L'un des garçons de Koga bouge comme s'il voulait chercher des noises, mais alors leur chef, Suzaku, intervient. Il explique que Lord Kishimaru, quelqu'un d'important pour Koga, a été tué par un ninja d'Aiga. À cause de cela, la haine de Koga pour Aiga est profonde. Il fait clairement savoir qu'ils n'ont aucune intention de laisser ça passer. De retour sur le territoire d'Aiga, Takasada et Yumuka sont en train de parler de quelque chose de sérieux, montrant que les problèmes ne se limitent pas à l'académie. À l'école, Itoki et Kosetsu se dirigent vers leur dortoir. L'endroit qui leur est attribué est vieux, minable et a l'air inquiétant, tandis que le dortoir des Koga tout près a l'air riche et soigné. La différence est impossible à manquer. Cette nuit-là, Kosetsu parle à Itoki dans sa chambre. Elle lui dit de ne pas perdre de temps à penser aux insultes de Koga parce qu'ils essaient juste de lui entrer dans la tête. Ce qui compte maintenant, c'est l'entraînement. Itoki accepte cela et décide de se concentrer sur l'amélioration. Le lendemain, leur première vraie leçon pratique commence. Le sujet porte sur les combinaisons de ninja et les cœurs de ninja que chaque élève semble comprendre, sauf Itoki. Le professeur n'explique presque rien et s'attend simplement à ce que tout le monde sache ce qu'il fait. Itoki essaie d'apprendre en regardant les autres. Puis le défi est annoncé. Les élèves doivent atteindre le toit d'un château sur la 2e île et rapporter un petit pain à la viande. Tout le monde se précipite immédiatement, sauf Itoki. Il n'arrive même pas à faire bouger correctement sa combinaison. Kosetsu ne se rend pas compte qu'il est coincé et le laisse derrière. Les élèves de Koga se moquant de lui parce qu'il est inutile malgré le fait qu'il soit censé être le futur leader d'Iga. Même le professeur se contente de lui dire de se dépêcher sans l'aider, puis Susanone apparaît. Au lieu de se moquer de lui, elle s'enthousiasme pour sa combinaison et n'arrête pas de parler à quel point elle est jolie. Itoki est totalement perdu, puis elle lui donne nonchalamment une poussée et soudain, la combinaison réagit. Le seul problème, c'est qu'il est propulsé vers l'avant dans la mauvaise direction et tombe tout droit dans une profonde tombe. Heureusement, la combinaison le protège. Susanone saute en bas et explique enfin comment l'équipement fonctionne. Le cœur ninja est ce qui alimente et contrôle la combinaison. Et bien l'utiliser est essentiel. Elle lui dit aussi qu'elle vient du village Sega, un clan connu pour fabriquer des outils de ninja. Ailleurs, Kosetsu grimpe vite, mais Suzuku la fait tomber et prend la première place en attrapant un petit pain avant tout le monde. D'autres élèves terminent peu après. En bas, Itoki et Susanone sont rattrapant encore son retard quand Suzaku se précipite soudainement vers Itoki. Kosetsu apparaît juste à temps et l'arrête. En même temps, Kir parvient à obtenir un petit pain, mais avant qu'elle ne puisse revenir, quelques étudiants de Koga l'encerclent, ils volent ce qu'elle a gagné et endommagent aussi son noyau ninja puisque les règles ne se soucient que de savoir si quelqu'un se fait attraper. Personne ne l'arrête, un autre étudiant se fait harceler de la même manière. Quand Itoki trouve l'équipement brisé de Kir, il comprend ce qui s'est passé et se jette dans la mêlée pour aider. Il essaie de riposter, mais le groupe Koga le maîtrise facilement et commence à le balancer. Même en se faisant tabasser, il continue de protéger le noyau ninja, ce qui fait que les irriter davantage. Puis il repère une occasion, Itoki se précipite soudain sur l'un des types de Koga. Ça a l'air imprudent, mais il n'essaie pas vraiment de gagner le combat. Même s'il se fait balancer de côté à nouveau, il parvient à voler au passage le petit pain à la viande du gars. Avant que les choses empirent, le proviseur entre et arrête tout le bazar. Après le départ des élèves de Koga, le proviseur dit nonchalamment à Itoki de se dépêcher et d'attraper un petit pain avant qu'il n'y en ait plus. Plus tard, Itoki revient et en donne un à Kir. Elle refuse d'abord, pensant qu'il donne sa propre récompense, mais il explique que ce n'est pas le sien, c'est celui qu'il a piqué pendant le combat.
Cela signifie que la brute à qui il l'a pris n'a maintenant aucune preuve qu'il a réussi l'épreuve. Un moment plus tard, Suzaku apparaît et gifle son propre coéquipier pour avoir embarrassé Koga d'une façon si stupide. Comme Itoki n'a toujours pas correctement accompli la tâche lui-même, il demande à Susanoo de ramener Kir pendant qu'il continue. À travers tout ça, Susanoo et Kir commencent tous les deux à le voir. Il n'est peut-être pas encore doué, mais c'est le genre de personne qui ne peut pas ignorer quelqu'un en difficulté. Quand Itoki atteint enfin le toit, le proviseur a laissé un dernier petit pain à la viande pour lui. Juste au moment où il pense être sauvé, le proviseur le mange lui-même, donc après tout, il ne reste plus de petits pains. Une fois les cours terminés, la plupart des autres élèves évitent Itoki. Koga a déjà prévenu tout le monde de ne pas s'approcher des élèves des gars, alors les gens restent à l'écart pour éviter les ennuis. Kuzetsu lui dit de ne pas le prendre trop personnellement et il essaie de ne pas le faire. Plus tard, au dîner, les choses semblent un peu mieux. Suzunon rejoint Itoki et Kuzetsu à leur table et Kir vient aussi. Leur repas est juste le bon marché, des trucs de cafétéria, mais ils rient quand même tous les quatre et apprécient d'être ensemble. Ailleurs, le NSC est en train d'enquêter sur l'affaire liée au chef de Koga. Une nouvelle recrue nommée Shione Kazuki se précipite au travail. Pendant la réunion, les preuves semblent pointer vers Ega, surtout Tokusada. Ensuite, Shione est chargé de le surveiller. Le capitaine montre même des images de Tokusada se battant récemment contre des ninjas de Koga. Il se déplace si vite que la vidéo n'a capté qu'une image rémanente floue, ce qui le fait paraître dangereusement fort. À peu près à la même époque, Tokusada visite un atelier de machines pour rencontrer un homme nommé Gantetsu. De retour à l'académie, le professeur annonce qu'il y aura un examen de théorie dans 2 jours. Cette nuit-là au dortoir, Itoki apporte une pile de supports d'études et demande à Suzunon de l'aider à se préparer. Il est généralement bon dans les matières scolaires normales, mais la théorie ninja, c'est autre chose. Puis Kuzetsu et Kirei lui disent la vérité, ce n'est pas vraiment le genre d'épreuve pour laquelle on étudie. Avant le jour de l'examen, la feuille de réponse sera cachée quelque part et on s'attend à ce que les élèves utilisent des outils de ninja et la furtivité pour la voler. Quiconque se fait prendre échoue immédiatement, donc le véritable défi n'est pas de mémoriser des informations, c'est de mener la mission à bien. Après avoir entendu cela, Itoki, Kuzetsu, Suzunon et Kir décident de faire équipe et de partir à la recherche des réponses ensemble. Dans le dortoir de Koga, l'étudiant aux cheveux rouges dit à tout le monde de se retenir et d'attendre la meilleure occasion de s'en prendre à Itoki. À l'école, Itoki est toujours aussi nul pour utiliser sa tenue de ninja au tribunal, alors Suzunon intervient et répare ça elle-même. En l'aidant, elle dit que l'équipement a été fabriqué par son village. Puis elle s'ouvre un peu, disant qu'elle veut devenir fabricante mais que son père veut qu'elle vive comme une vraie fille et qu'elle quitte le monde des ninjas après l'obtention du diplôme. Ça dérange Itoki. Plus tard, il dit à Kuzetsu qu'il doute de pouvoir être un leader et qu'il se sent mal pour Suzunon aussi. Kuzetsu lui dit qu'être un ninja ne consiste pas à faire ce que tu veux, parfois tu acceptes simplement ton rôle. Cette nuit-là, Tokusada rencontre Gintetsu. Gintetsu lui montre une marionnette semblable à un outil de ninja et dit qu'il veut la vendre parce que Kaga continue à imposer des marchés injustes et à demander des conceptions dangereuses. Comme il vient du village Sega, il ne veut pas finir sous le contrôle de Koga. Plus que tout, il veut que Suzunon vive paisiblement. Tokusada écoute en silence. De retour à l'académie, 2 autres élèves rejoignent le groupe d'Itoki après avoir vu lui tenir tête à Koga. Cette même nuit, Tokusada part en mission. À l'école, le groupe d'Itoki se faufile hors de la salle de classe pendant que l'enseignant est encore à l'intérieur. En utilisant l'un des gadgets de Suzunon, ils espionnent la salle et trouvent le coffre-fort, mais Itoki fait du bruit et gâche le plan. Tout le monde s'enfuit, il s'échappe avec du matériel de grappin, bien qu'Itoki manque de tomber avant que Suzunon ne le sauve. Lui, en même temps, Kurei et les autres utilisent d'armes des bombes fumigènes pour distraire l'enseignant. Ailleurs, Tokusada se faufile dans la corporation Koga, tandis que Shione le suit secrètement. De retour à l'école, le groupe se rend compte que la clé a disparu parce que l'enseignant l'a prise. Pendant que Kurei et les autres se séparent durant la poursuite, Imura et plusieurs élèves de Koga apparaissent. Kuzetsu va aider et Suzunon renonce à chercher la clé et force simplement le coffre-fort avec un outil. Tokusada, quant à lui, fouille le bâtiment de Koga à la recherche du dangereux plan dont Gantetsu a parlé. Suzunon parvient à ouvrir le coffre-fort et vole la feuille de réponse. Kuzetsu est acculé un instant, mais Koga est davantage concentré sur la recherche d'Itoki. Tokusada avait su que Shione était derrière lui depuis le début. Il utilise l'outil de marionnette de Gantetsu pour désorienter les gardes et s'éclipser, la laissant paraître suspecte à sa place. Le lendemain, Shione fait son rapport. Son capitaine ne lui en veut pas. Il lui dit simplement de continuer à essayer. Puis l'examen commence et le groupe d'Itoki réalise qu'ils ont été piégés. Les questions sont complètement différentes des réponses qu'ils ont volées. Dans une autre pièce, les étudiants de Koga s'amusent clairement. Ils échangent la feuille de réponse. Pendant que les autres rient, Suzaku reste silencieux. Le groupe est anéanti, mais Suzunon avoue timidement qu'elle a de toute façon résolu tout le test toute seule. La mission de Tokusada compte aussi.
Grâce à lui, Gantetsu reçoit une énorme commande de Koga. Avant de partir, Tokusada rend l'outil de marionnette et Gantetsu lui dit quelque chose d'énorme. Il y a des années, quelqu'un de Koga a demandé s'il était possible de fabriquer un noyau ninja capable Tokusada de revient en contenir toute une hâte avec quantité cette nouvelle. énorme de... Yumika, Raha et Mitsuzo sont choqués. Raha se souvient d'un dangereux noyau secret autrefois scellé par Iga et Yumika confirme que c'était réel. Cela rend les choses claires. Koga se prépare peut-être à la guerre, parce que le groupe d'Itoki a échoué, il se retrouve coincé avec la corvée de nettoyage. Même si Suzunon a obtenu un score parfait, elle les rejoint quand même parce que ce sont des amis. Pendant un court moment, Itoki a presque l'impression qu'il vit une vie scolaire normale. Puis Kozetsu lui dit doucement qu'il pourrait y avoir un traître parmi eux. Itoki regarde les autres rire ensemble et se tait. Peu après, un élève nommé Namoto prend soudainement un long congé. Itoki se souvient, Namoto faisait partie de leur plan de vol de réponse. Puis l'enseignant annonce que le prochain examen sera le dernier et avertit tout le monde que de graves, les blessures sont courantes. Après le cours, Kosetsu dit que Koga attaquera certainement pendant le prochain test. Mais le sauter n'est pas une option, parce qu'échouer à y participer signifie l'expulsion. Sur le chemin du retour, il tombe du coup sur Suzaku et il dit carrément à Toki qu'il va le tuer. Ailleurs, le capitaine de la NSC explique à Shion que Koga est devenu fort en mettant de plus petits villages sous son contrôle. Sous Kishimaru, pourtant, Koga visait autrefois la paix. Shion commence à se demander pourquoi Iga l'aurait voulu mort tout court. Le capitaine dit seulement que la haine de Koga pour Iga est assez profonde pour déclencher une guerre. De retour au quartier général de Koga, le chef actuel ordonne à ses hommes de rallier davantage de villages à leur cause. Il dit aussi que Suzaku a ce qu'il faut pour devenir un futur dirigeant et que personne n'a plus mal vécu la mort de Kishimaru que lui. Au dortoir, Itoki décide de quitter le groupe parce qu'il ne veut pas que ses amis soient entraînés dans le danger. Kozetsu le suit et il est clair que c'est aussi un moyen d'éviter le possible traître. Suzunon court après eux et propose un outil de camouflage qu'elle a fabriqué. Mais Itoki le refuse parce qu'il ne veut pas causer plus d'ennui. Plus tard, lui et Kozetsu parlent seuls. Elle suggère de frapper en premier au lieu d'attendre Koga. Elle dit qu'elle s'occupera de Suzaku pendant qu'Itoki s'occupe du reste. Il déteste cette idée parce qu'il s'inquiète pour elle et ils finissent par se disputer. Vers ce moment-là, Yumika lui envoie un message pour prendre de ses nouvelles. Il répond qu'il va bien, ce qui la réconforte un peu, même si elle s'inquiète encore qu'il la déteste. Maintenant, plus tard, Itoki rencontre le directeur et il monte sur le toit pour du thé et des encas. Là, Itoki demande ce qui le tracasse, les ninjas ne sont-ils que des tueurs? Koga pense qu'Iga a assassiné Kishimaru. Koga continue d'essayer de le tuer, son père est mort à cause de ce monde aussi. Alors, est-ce tout ce qu'est la vie de ninja? Le directeur dit que le monde est laid mais qu'il vaut quand même la peine d'être protégé. Les ninjas portent les sales fardeaux pour que les autres puissent continuer à croire en quelque chose de meilleur. Puis il révèle que le père de Kishimaru et d'Itoki lui a autrefois posé cette même question, et tous deux ont dit qu'ils ne voulaient jamais devenir des hommes qui ne vivaient que pour tuer. Cela reste avec Itoki. Le lendemain matin, il s'entraîne avec Kosetsu dans les bois. Elle lui enseigne le mouvement et la stratégie. À un moment, l'une de leurs feuilles de planification est jetée de côté et ce papier finit dans le Koga. Dortoir, Suzaku et les autres l'étudient et l'utilisent pour se préparer à l'examen final. Himura n'est pas sûr, mais personne n'ose trop discuter. Suzaku leur dit qu'ils devraient être prêts à donner tout pour Kishimaru. Puis l'examen pratique final commence. La scène est un bâtiment abandonné. Chaque élève commence à un endroit différent et pour réussir, ils doivent voler le noyau ninja d'un autre élève avant que le temps ne soit écoulé. Si leur propre noyau est pris, ils échouent. Le match commence. Kosetsu bouge en premier. Koga suit son propre piège, sachant déjà la stratégie de groupe d'Itoki, parce qu'ils ont obtenu le papier. Quand Itoki atteint le point qui lui a été assigné, des bombes explosent et ravagent noix de la zone. Kosetsu se fraye un chemin à travers quelques élèves de Koga et se lance à la poursuite du traître. La vérité éclate vite. La carte abandonnée avait été ramassée exprès par l'espion. Le traître craque et avoue que Koga a menacé d'anéantir tout son village s'il refusait. En même temps, Kosetsu se rend à l'endroit où Suzaku l'attend. L'espion a déjà révélé l'emplacement d'Itoki. Puis Imura apparaît et Itoki, déguisé en espion, tente de lui tendre une embuscade, mais tout cela n'est qu'un piège. Le Himura devant lui est en réalité Suzaku déguisé, tandis que le Suzaku ailleurs est vraiment Imura. Kosetsu se fait encercler même si elle parvient à s'échapper, puis Himura fait exploser tout le bureau. L'explosion détruit le noyau ninja de Kosetsu et endommage aussi les autres personnes à l'intérieur. Ailleurs, le vrai Suzaku rattrape Itoki et le bat brutalement, hurlant à propos de la douleur de Koga et de la perte. Même gravement blessé, Itoki continue de courir, le combat se transforme en une poursuite à travers les bois. Suzaku continue d'accuser Aiga de la mort de Kishimaru et dit qu'Itoki mérite de ressentir la même douleur.
Mais peu importe combien de fois il se fait mettre à terre, Itoki se relève encore et encore. Finalement, Itoki réplique et dit que c'est Suzaku qui se comporte comme un tueur maintenant. Suzaku dit qu'il ne sait rien de la douleur. Itoki sort aussi un couteau et dit que peu importe à quel point quelqu'un souffre, le meurtre reste mauvais. La douleur n'est pas une excuse pour répandre la douleur. Il refuse de vivre de cette façon. Puis il se remet à courir, Suzaku le poursuit droit dans un piège, du gaz explose autour de lui et des armes cachées jaillissent de tous les côtés. Tout en se frayant un chemin à travers, Suzaku crie à Itoki d'arrêter de se cacher, c'est à ce moment-là qu'Itoki se précipite, mais il n'essaie pas de tuer lui. Au lieu de cela, il écrase le noyau ninja de Suzaku. Même après tout, Itoki refuse de devenir un meurtrier. Juste après ça, il s'effondre d'épuisement. Suzaku reste simplement là, le fixant du regard à lui en silence. Quand Itoki reprend connaissance, il est dans l'infirmerie avec Kosetsu, Kirei et Susano, et tous se pressent autour de lui au moment où il réalise qu'il va bien. La tension quitte enfin leur visage. Ailleurs, Imura est furieux contre Suzaku. Après tous les efforts et les pertes, Itoki est encore en vie. Suzaku ne se dispute pas, il endosse simplement la responsabilité. Pendant ce temps, Tokusada est de nouveau en mouvement et Shione le suit toujours dans l'ombre. En rampant à travers des conduits d'aération, elle tombe sur une scène glaçante. Des scientifiques le corps de Kishimaru d'un conteneur contenant dispositifs ninja. Tokusada apparaît soudainement à côté d'elle et tous deux partent immédiatement. C'est alors que Shione comprend qu'il voulait qu'elle le voie. Il lui dit de faire ce qu'elle doit faire, puis disparaît. De retour à l'école, Kosetsu et Kirei disent tous deux à Itoki de ne pas continuer à ressasser la personne qui les a trahis. Mais si les choses d'Skama semblent calmes en surface, Kirei rencontre secrètement Suzaku et accepte un autre ordre de sa part. Peu après, les vacances d'été commencent et le groupe se rend chez Itoki pour y passer les vacances. Yumiko accueille tout le monde chaleureusement et réconforte même Suzanne à propos des problèmes qu'elle a avec sa mère. Père. Néanmoins, Kosetsu rappelle tranquillement à Itoki de ne pas trop se relâcher, comme c'est l'anniversaire de la mort de son père. Itoki s'en va pour un moment. Pendant son absence, Kirei fouine dans la maison et découvre que la demeure des Aiga est remplie d'armes cachées et d'équipements coûteux. Elle envoie secrètement ces informations à Suzaku par oiseau. Il s'avère qu'elle a accepté ce travail pour de l'argent. Après avoir reçu son message, Suzaku va voir son père et dit qu'il veut rejoindre la ligne de front de Koga lorsqu'ils attaquent Eiga. Son père l'avertit de ne pas répéter les échecs passés, mais Suzaku est trop en colère pour écouter et s'éloigne. Au NSC, elle fait un rapport sur ce qu'elle a vu. Elle pense que Koga fait quelque chose avec le corps de Kishimaru et qu'il se prépare peut-être à un assaut total sur Aiga. Elle veut que l'enquête se tourne vers Koga, mais le capitaine lui dit qu'il n'y a toujours pas assez de preuves et lui ordonne de continuer à surveiller Tokusada. Avant de visiter le cimetière, Yumaka emmène Itoki à l'hôpital. Là, ils rendent visite au mari de Ria, qui est dans le coma depuis 5 ans. Après cela, ils vont sur la tombe de Toki. Itoki raconte à Yumaka ce qu'il a entendu de la part du proviseur et elle partage davantage au sujet de son père. Elle dit qu'il accueillait des ninjas d'autres villages et n'a jamais forcé qui que ce soit à rester. Elle révèle aussi que Ayatoki est mort lors d'une mission avec Tokuseda, c'est pourquoi Tokuseda s'en est voulu depuis. Puis elle ajoute une autre vérité douloureuse. C'est elle qui a envoyé Ria, Marie, sur la mission qu'il a laissée dans le coma. Au final, elle rappelle à Itoki qu'être un ninja, c'est porter une culpabilité qui ne disparaît jamais vraiment. Plus tard, Itoki et ses amis vont en ville. Les commerçants semblent déjà savoir qui il est et ils réalisent bientôt que beaucoup d'entre eux font aussi partie du village d'Eiga. Une vieille femme leur donne des bonbons et à l'intérieur de chaque morceau se trouve un mot leur indiquant où aller ensuite. Cet indice les mène à un ruisseau où on leur dit d'attraper 100 poissons vivants, poissons doux. Tous les autres en font un concours amusant pendant qu'Itoki peine à suivre. Pendant ce temps, Kurei s'ouvre un peu à propos de son passé. Elle dit qu'elle n'a jamais appartenu à un vrai village. Ses parents étaient de faibles ninjas mercenaires qui survivaient en s'accrochant à des groupes plus forts et son père lui a appris que les gens sont soit des prédateurs, soit des proies. Alors qu'elle se remémore tout, sa Itoki la remercie. Il lui dit qu'elle était l'une des premières personnes qui l'ont aidé quand il était perdu et dépassé à l'école et dit qu'il la voit comme une personne vraiment gentille. Kurei ne répond pas. Après cela, le groupe ramène le poisson chez Raha à Mitsuzo. Ils expliquent que le village est en train de préparer sa réunion commémorative annuelle pour l'ancien chef et ce sera la première fois qu'Itoki y participera. Tout le monde donne un coup de main. Tokusada dit à Itoki qu'après la mort du dernier chef, le village a commencé à organiser cet événement chaque année pour soutenir Yumika et garder tout le monde uni. Il explique aussi que Kosetsu avait été abandonné enfant et que Yumika est celle qui l'a recueilli. C'est pourquoi Kosetsu est si loyal. En vérité, tout le village tient profondément à Yumika. Cette nuit-là, le festin commémoratif commence. Tout le monde mange, boit, rit et partage de vieilles histoires.
Les villageois racontent à Itoki comment, après la mort de Hayatoki et alors qu'Egan s'est presque effondré, Yumika était celle qui a tout maintenu ensemble, entendant tout cela tout en voyant tout le monde autour de lui heureux et uni. Itoki se sent profondément ému. Il dit à Yumika qu'il aime vraiment ce village. Elle lui demande alors de venir lui parler en privé. Kure s'en aperçoit et essaie de les suivre, mais Mitsuzo l'arrête. Il parle de tout ce qu'Itoki a dû abandonner et de combien il est inquiet pour lui, puis il remercie sincèrement Kure et Susanoo d'avoir été de bons amis pour lui. Ces mots touchent clairement Kure en plein cœur. Plus tard, dans la nuit, une fois que les choses se calment, Yumika parle à Itoki du noyau ninja caché d'Eiga. C'est une source d'énergie extrêmement dangereuse qui a été scellée il y a longtemps et seul le chef de chaque génération sait où elle est cachée. Puis elle place le parchemin du pacte d'Eiga devant lui. S'il le signe et accepte le sceau, il deviendra officiellement un vrai ninja. Elle lui demande s'il est prêt. Itoki ne peut pas répondre tout de suite. Le lendemain matin, il y pense encore en mangeant de la pastèque froide avec les autres. Susanoo suppose qu'il est contrarié parce que les vacances se terminent bientôt, mais il dit que ce n'est pas la raison. Au lieu de cela, il demande si tout le monde prévoit de devenir des ninjas à part entière après l'obtention de leur diplôme. Susanoo dit que l'instant où tu acceptes vraiment cette vie, c'est à ce moment-là que tu en deviens un. À ce moment précis, Mitsuzo se précipite avec des nouvelles urgentes. L'académie a soudainement été fermée. Officiellement, on en rejette la faute sur les absences des étudiants, mais il pense clairement que quelque chose de plus gros se passe. Il amène rapidement Itoki auprès de Yumika. Là, il regarde un étrange reportage d'actualité à propos d'un rare événement de fleurs en Afrique. Itoki est confus jusqu'à ce que Tokusada explique que ce n'est pas vraiment une nouvelle du tout. C'est un signal caché, le Grand Conseil des Ninjas a été convoqué. Cette réunion n'a lieu que lorsque le chef du NSC et les 13 ninjas de pacification les plus élevés des villages les plus puissants y consentent. C'est le rassemblement qui décide de l'avenir du monde des ninjas au Japon. Et maintenant, après 70 ans, cela se produit à nouveau au quartier général de Koga. Kito Manobi calme les autres dirigeants et tranquillement confie à House une tâche privée à traiter en secret. Pendant ce temps, à Iga, Lady Yumika se prépare à assister au Conseil suprême de pacification. Itoki veut l'accompagner, mais elle le refuse. De toute façon, leur camp est déjà en retard parce que Tokusada a pris le mauvais chemin. L'un des autres dirigeants fait une remarque moqueuse, disant que même si Aiga est bien tombée par rapport à ce qu'elle était autrefois, on ne peut toujours pas ignorer son nom. Une fois que tout le monde est assis, la réunion devient instantanément tendue. Les chefs de village commencent à échanger des mots cinglants et une hostilité ouverte. Puis Hayato, capitaine de la force de sécurité nationale, intervient et leur dit d'arrêter de se comporter comme des enfants. Il ne sert à rien de transformer le conseil en bagarre. Alors que la séance commence, les gens remarquent qu'un siège est vide. Koga explique que le village de Seishu a déjà été absorbé de leur côté et suit désormais les décisions de Koga, ce qui signifie qu'ils ne font plus partie du conseil. Ils révèlent aussi que le village de Fuma est maintenant aussi sous leur bannière, se tenant non loin. Kusatsu fait discrètement remarquer à Yumika à quel point il est suspect que des villages autrefois proches d'Iga se retrouvent peu à peu sous le contrôle de Koga. Puis la question principale est soulevée. Hayato annonce que quelqu'un a violé le traité de non-agression, le pacte qui a protégé la paix ces 70 dernières années, et il dit que celui qui menace cet équilibre est le village de Koga. L'un des dirigeants en rit et essaie de le réduire à un simple autre affrontement entre Iga et Koga, mais Hayato rejette immédiatement cela. Il dit que le problème va bien au-delà de leur rivalité. Il évoque plusieurs aspects troublants. De nombreux membres de Seishu ont disparu. Les usines d'outils ninja de Koga ne montrent aucune trace de travailleurs de Seishu du tout. De petits villages à travers le pays sont soudainement devenus silencieux. Même l'académie a constaté un schéma régulier de retraits inexpliqués en observant depuis l'extérieur. Les autres agents de sécurité sont surpris que Hayato ait réussi à en rassembler autant tout seul. Koga nie tout et dit que les accusations sont inventées. Hayato demande alors au chef des villages lésés par Koga de témoigner. Selon le traité, le témoignage des victimes a un poids majeur. Si suffisamment d'entre eux confirment les accusations, le chef de Koga peut être arrêté sur le champ, mais la plupart des chefs restent silencieux, probablement parce qu'ils ont peur. Voyant cela, le camp de Koga commence à se sentir en sécurité. Puis Yumika se lève. Koga tente de faire celle-ci en évoquant la rumeur selon laquelle Iga aurait autrefois tué un chef. Yumika répond fermement que cette histoire n'est que rien d'autre que de la calomnie et des mensonges. Elle dit qu'elle n'a jamais donné un tel ordre et que personne à Iga n'agit de cette manière. Puis elle renverse la pression sur Koga. Elle dit qu'Iga a déjà découvert des preuves que Koga construit de nouveaux types d'armes ninja. En plus de cela, il y a des raisons de croire que Koga vise le noyau ninja secret d'Iga. Selon Yumika, Koga utilise la vengeance comme prétexte pour envahir Iga et étendre son propre pouvoir. Puis elle dit quelque chose qui choque toute la salle. Si le noyau secret devient l'étincelle qui déclenche une guerre, Iga le détruira eux-mêmes.
Les autres dirigeants sont stupéfaits parce que ce noyau est l'une des plus grandes forces défensives d'Iga. Yumika explique que le noyau a été transmis de génération en génération pour honorer les ancêtres qui l'ont créé, mais il a été scellé pour une raison. Son pouvoir est trop dangereux si le maintenir en vie signifie entraîner le monde ninja dans le conflit, puis Iga l'effacera pour protéger les souhaits du passé. Un représentant de Fuma réplique, traitant Iga de menteur, de voleur et de tueur. Yumika se lève pour faire face à cette accusation de front. Elle dit que ce qui compte maintenant, ce ne sont pas les vieilles haines, la force brute ou les manigances cachées. Ce qui compte, c'est protéger la paix entre les gens. Elle dit qu'Iga est prêt à laisser le passé enterré si c'est ce qu'il faut pour protéger l'harmonie. Ces paroles commencent à changer l'ambiance dans la salle. Un orateur de Le village de Bison se lève enfin et accuse Koga d'écraser les villages plus petits et de disperser les familles. Elle dit que les actions de Koga ont plongé sa grand-mère dans le désespoir et l'ont finalement poussé au suicide. Puis un autre représentant prend la parole, disant que la pression de Koga a failli détruire leur entreprise. Après cela, de plus en plus de chefs de village se lèvent de l'un après l'autre pour parler des abus de Koga. Avec des témoignages qui s'accumulent, la réunion bascule nettement contre Koga. Et en vertu du traité, le chef de Koga est sur le point d'être arrêté. Puis toute la situation bascule. Genji, capitaine de l'unité 2 du NSC, soudain entre et affirme que de nouvelles preuves ont été trouvées dans l'affaire impliquant le meurtre de Kishamaru. L'ancien chef de Koga, la pièce se fige. Il présente une analyse tirée des caméras, disant que le son enregistré sur les lieux correspond à la fréquence et à la longueur d'onde du noyau ninja d'Iga, même si les preuves semblent falsifiées. L'accusation fait mouche, Yumika est emmenée pour enquête. Elle reste calme parce qu'elle sait qu'elle n'a rien fait de mal. Avant de partir, elle dit à Tokusada de se souvenir de ce qui doit être protégé et de transmettre un message à Itoki. Iga compte sur lui. Maintenant, alors le conseil se termine avec les deux dirigeants de Koga et d'Iga en état d'arrestation. Quand Itoki apprend que sa mère a été détenue, il est bouleversé et profondément inquiet. L'oncle Kuzu lui dit qu'Iga est innocent et l'exhorte à ne pas perdre la tête. Kuzetsu veut agir immédiatement et sauver Yumika, mais Tokusada l'arrête et dit que ce n'est pas le moment de se précipiter aveuglément. Puis il transmet le message d'Itoki Yumika, ce qui fait finalement prendre conscience du poids de la situation. Au quartier général de Koga, le clan est informé que leur chef par intérim a été arrêté. Leur réponse est immédiate et brutale, ils se préparent à rayer complètement le village d'Iga de la carte. Au sein du NSC, Yato voit la détermination de son équipe et leur dit de suivre leur propre sens de justice. Mais peu après, alors qu'il se trouve dans la salle d'observation pendant le témoignage de Koga, il est soudainement attaqué par Genji, révélant que Genji a été corrompu depuis le début. Le lendemain matin, à Iga, Itoki se présente comme chef intérimaire et le village l'accepte. En même temps, dans la cellule de Yumika, Genji arrive et l'informe froidement qu'elle a été condamnée à mort, puis l'histoire se déplace dans le passé de Kitominobu. Depuis sa naissance, son corps était faible et il était constamment modifié de sorte qu'il pourrait survivre en tant que futur chef de Koga. Ces changements ne lui ont apporté que de la douleur. À la fin, tout ce que Koga a essayé a créé ce qu'il considérait comme un échec. Il a été abandonné par le clan même qui l'avait façonné de cette douleur et né un souhait qu'il ne soit jamais né ninja et que les ninjas n'existent pas. De retour dans le présent, Kidu est libéré. À l'instant où cela se produit, Koga active une armée de robots ninjas Asura et se prépare à lancer un assaut sur Iga. Au NSC, Genji annonce que Hayato a disparu, donc à partir de ce moment-là, il prendra le contrôle total en tant que chef par intérim. Shione s'y oppose immédiatement, insistant sur le fait que Hayato était clairement en pleine opération. Genji l'ignore et fait une seconde annonce. Kitominobu est libéré parce que les preuves contre lui ne sont pas suffisamment solides. Alors que Sakuraba Yumika a officiellement été jugé le cerveau, derrière le meurtre de Kishimaru et condamné à l'exécution, la nouvelle plonge toute l'unité dans le chaos. Juste après ça, Genji nomme Shione nouvelle capitaine de l'unité 1 dans la salle de l'équipe. Shion dit ouvertement que toute cette histoire semble louche. La disparition soudaine de Hayato, le comportement de Genji, la manière dont Koga et Iga sont traités, tout ça paraît suspect. Un membre s'y oppose immédiatement, disant que le NSC est censé rester neutre quoi qu'il arrive. Malgré tout, l'unité décide qu'ils doivent découvrir ce qui est arrivé à Hayato. Pendant ce temps, dans la cellule de Yumika, Genji et Kito viennent négocier. Ils veulent l'emplacement du noyau ninja secret d'Iga. Genji affirme que le remettre profiterait à tous les ninjas et aiderait à créer un avenir plus paisible, et laisse entendre que sa peine pourrait être reconsidérée si elle coopère. Yumika refuse instantanément. Kito soutient que le noyau secret est l'origine de tous les noyaux ninja, une source d'énergie presque illimitée. Combiné à la technologie moderne, il pourrait faire avancer le développement en ninja de manière considérable, alors il ne voit aucune raison pour qu'il reste scellé ou soit détruit.
Yumika répond que donner quelque chose d'aussi dangereux à quelqu'un comme lui, c'est comme tendre un couteau à un nouveau-né. Kito ne peut pas comprendre pourquoi une femme qui n'est même pas née dans le monde des ninjas jetterait sa vie pour protéger. Cela, se demande-t-il. N'est-ce que la fierté d'un chef? Yumika se lève et répond avec une force absolue que quelqu'un comme lui ne comprendrait jamais. Réalisant qu'il ne peut pas lui faire changer d'avis, Kito s'en va. Genji dit alors à Yumika que l'exécution est prévue pour le lendemain et lui conseille d'y réfléchir pendant qu'elle en a encore le temps. De retour au village d'Iga, la nouvelle se répand vite que Yumika va être exécutée. Tout le monde est furieux. Quelqu'un doit rassembler des combattants immédiatement et prendre d'assaut pour la sauver. Mais l'oncle Kuzu avertit que faire cela reviendrait à déclarer la guerre au NSC. Et Iga pourrait être détruit pour cela. Il ne reste plus de temps à perdre, Takasei demande à Yumika de l'exclure officiellement du village, ainsi il pourra agir de son côté et essayer de sauver Yumika sans entraîner Iga dans un conflit ouvert. Yutoki, encore jeune et submergé, peine à se décider. Puis Kuzetsu s'avance, lui presse un couteau contre lui et exige qu'il l'exile aussi. Pour quelqu'un qui a grandi sans vraie famille, Yumika est ce qui s'en rapproche le plus qu'elle ait jamais eu d'une mère, et elle refuse de rester les bras croisés pendant que cela arrive. Au milieu de cette pression, Yutoki finit par prendre sa décision. Il expulse officiellement Tokusada et Kaozetsu et ordonne à tous les autres Aiga de se concentrer sur la recherche de preuves que Yumika est innocente. À l'extérieur de la pièce, Kirei a secrètement entendu tout le plan. De retour à Koga, Kiro rassemble à nouveau les chefs de clan. Puis Suzaku partage une mise à jour clé de l'espion qu'il a placé à l'intérieur d'Iga. Tokusada a déjà quitté le village pour secourir Yumika. Cette nouvelle enthousiasme immédiatement Koga. Avec l'un des combattants les plus puissants d'Iga parti, il voit l'ouverture qu'il voulait. Suzaku demande aussi à rejoindre la ligne de front et il l'approuve sur le champ. À l'extérieur, Ozen arrête son fils et lui demande pourquoi il se jetterait dans quelque chose d'aussi dangereux. Il se demande aussi si forcer les autres à s'agenouiller par la violence est vraiment ce que Kishamaru défendait. Suzaku rétorque sèchement, disant que s'il recule maintenant, il n'est rien d'autre qu'un lâche. À la base secrète de Koga, leurs forces sont déjà alignées et prêtes. Quand le conseil parle de attaquer Iga, Kito fait comme s'il demandait des avis, mais la vérité est qu'il s'est déjà engagé. L'armée Ozen s'y oppose, faisant valoir que les unités Azura sont encore inachevées. Dans une guerre majeure pour l'instant. Il qualifie le plan de téméraire et dit que cela pourrait ruiner l'avenir de Koga. Kito répond en l'abattant sur le champ. Cela met fin au débat. Koga va de l'avant avec l'invasion et diffuse même de faux rapports publics au sujet d'un incendie dans une usine chimique et de bombes non explosées près de Iga pour semer la panique et servir de couverture. Leurs actions, à la tombée de la nuit, l'assaut commence. À l'intérieur d'Iga, tout le monde est conduit à la salle de commandement, le cœur de la défense du village. Koga perce la première ligne bien plus vite que prévu. Pendant cet affrontement, Shai, le vieux serviteur fidèle de la maison Iga, donne sa vie, achetant du temps. À partir de là, Koga s'enfonce plus profondément dans le village. Au même moment, au quartier général de la NSC, Takasata et Kalsetsu ont déjà écrasé les gardes et se sont déplacés à l'intérieur. Avant que les renforts ne puissent réagir pleinement, ils utilisent Tafane de la fumée, jeter les lieux dans le chaos et tailler à travers les forces ennemies grâce à un travail d'équipe brutal. Mais juste au moment où ils tentent de s'échapper avec Yumika, ils sont bloqués par Genji et une importante force de la NSC. Il annonce que tous les trois seront arrêtés pour avoir fait évader un prisonnier. De retour à Iga, Koga divise son armée d'invasion en deux groupes. Leur objectif est simple, écraser le centre de commandement avant l'aube. Puis Suzaku reçoit un message via son dispositif de signal. Il dit « Kito a tué le logement et Suzaku, lui-même pourrait être le prochain. » Avant qu'il puisse même réagir correctement, le messager porteur de la nouvelle est tué. Suzaku est laissé secoué, abasourdi et incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Dans la salle de commandement d'Iga, l'ampleur réelle de l'invasion devient enfin claire. Chaque unité de Koga est composée d'un ninja humain et de 4 ninjas mécaniques, ce qui choque tout le monde. Il savait que Koga avait de nouveaux outils, mais pas ça. Les troupes de robots ne sont pas individuellement écrasantes, mais il y en a trop, et ils continuent d'arriver. Les chiffres sont brutaux, la force de Koga est environ 10 fois plus grande, et avec Tokusata et Kalsetsu absents, Iga est gravement exposé. Kirei dit qu'il devrait envisager de battre en retraite. Au quartier général de la NSC, Tokusata et les autres sont toujours piégés par Genji. Tokusata dit à Kalsetsu de prendre Yumika et de fuir pendant qu'il reste seul derrière pour les contenir. Même tout seul, il se fraye un chemin à travers les combattants de la NSC avec facilité. Puis Shioni arrive avec sa propre unité. Genji suppose qu'elle est venue le soutenir. Ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, son équipe arrête Genji pour le meurtre de Hayato. Ils ont résolu l'affaire après avoir capturé des agents liés à Koga dans un crématorium du NSC. Là où ils s'apprêtaient à brûler le corps de Hayato, ce qui fait de Genji le principal suspect. De retour à Iga, la bataille tient encore à peine, mais plus elle s'éternise, plus ça empire
Iga ne peut pas continuer à égaler des renforts sans fin de l'armée mécanique. Le centre de commandement ne peut qu'essayer de tenir la ligne et prier pour que Tokusata revienne bientôt. En même temps, ils commencent à étudier comment fonctionnent les ninjas robots. Pendant ce temps, dans la salle de guerre de Koga, les chefs reçoivent des mises à jour sur le nombre d'unités Asura qui ont été détruites et prédisent avec suffisance que Iga tombera d'ici 1 heure. Mais du côté d'Iga, Raha remarque quelque chose d'énorme. Le noyau ninja qui alimente les machines est faible, chaque robot ne peut rester actif que pendant environ 1 heure avant de tomber à sec. Bientôt, les rapports du frontline le confirment, plusieurs ninjas mécaniques soudainement se sont repliés de façon contre nature pendant le combat. Cela prouve que Raha a raison, et cela explique aussi pourquoi Koga veut tellement le noyau secret d'Iga. Si ce noyau contient vraiment une énergie quasi inépuisable, cela résoudrait la plus grande faiblesse de l'armée mécanique de Koga. Raha suggère rapidement le meilleur coup à jouer, trouver les points de recharge et les détruire. Après avoir réduit les possibilités, ils identifient 5 probables, des endroits où Koga pourrait être en train de ravitailler les machines. Puis un Toki se porte volontaire pour y aller. Tout le monde est choqué. Kuzu s'y oppose aussitôt, disant que c'est trop dangereux. Mais un Toki refuse de rester en arrière, pendant que tous les autres risquent leur vie. Il dit qu'il ne peut pas simplement rester assis en sécurité pendant que le village se bat pour survivre. Puis il leur rappelle que, en tant que chef par intérim, protéger Iga est aussi sa responsabilité. En entendant cela, Susanoo dit qu'elle va y aller avec lui. Itoki essaie de l'arrêter, disant que c'est le problème de son clan, pas le sien, mais elle refuse de rester à l'écart. De tout ça, elle dit qu'elle ne peut pas regarder quelque chose que son père a aidé à créer, être utilisé pour la guerre et ne rien faire. Voyant qu'ils sont tous les deux sérieux, Kuzu finit par céder. Il leur permet d'y aller, mais seulement après leur avoir fait promettre une chose. Si les choses deviennent trop dangereuses, ils doivent faire demi-tour immédiatement. Dans la salle de commandement de Koga, un mauvais rapport après l'autre n'arrête pas de se succéder. S'accumule. Genji a été capturé, Tokusada s'est échappé, et même après tout ce temps, Iga n'est toujours pas tombé. Cet échec pousse Kidu dans une rage. Prediga, Yumika et Kosetsu arrivent et remarquent immédiatement que quelque chose cloche. Toute la zone est ensevelie sous un lourd contre-nature brouillard. Kosetsu contacte Tokusada et il l'avertit que les communications sont bloquées. Puisqu'il ne peut pas avoir une lecture claire de ce qui se passe à l'intérieur du village, il soupçonne Koga d'avoir attaqué pendant qu'ils étaient au parti. Il leur dit de rester cachés et de se déplacer prudemment. Mais Yumika refuse de rester à l'écart. Elle dit qu'aucun chef ne regarderait leur village brûlé depuis les ombres. Alors elle ordonne à Kosetsu de l'emmener directement au manoir. Ailleurs, Itoki et Susanoo continuent de faire du repérage et découvrent enfin l'une des centrales électriques alimentant les soldats machines de Koga. L'endroit est rempli de ninjas mécaniques et comme il est si proche de la source, ils n'ont pas à s'inquiéter de manquer d'énergie. Susanoo pense qu'il devrait faire un rapport d'abord, mais Itoki veut le faire exploser immédiatement. Elle sort 2 outils spéciaux destinés à déclencher une énorme explosion. Le problème, c'est que l'unité de charge est construite solide, donc les explosifs doivent être fixés directement dessus. Cela rend tout le plan incroyablement dangereux. Malgré cela, Susanoo refuse de partir. Elle dit qu'une fabricante d'outils ninja est censée se tenir derrière les gens qui se battent, pas fuir devant la bataille. Cet engagement frappe durement Itoki. Les deux y vont, mais Susaku les intercepte avant qu'ils puissent finir le travail et tous les deux sont capturés. Puis, juste au moment où tout semble perdu, un ninja masqué déguisé en l'un des ennemis se faufile et pose quand même la charge. Quelques instants plus tard, la station explose dans une explosion massive qui déchire la zone. Après le souffle, Susanoo réveille rapidement un Toki et lui dit qu'ils doivent repartir parce que la mission a réussi. Mais avant de partir, Itoki va voir la personne qui les a sauvés et découvre que le mystérieux auxiliaire était en réalité Kirei. Elle admet qu'elle ne pouvait pas vivre avec le rôle qu'elle a joué dans l'invasion d'Iga et a décidé de se racheter même si cela devait lui coûter la vie. Tous les 3 s'échappent ensemble. À Koga, la destruction du système de charge plonge la direction dans la panique. Ils ordonnent une retraite tandis que Kito s'éclipse discrètement sans trop dire. Une fois la mission terminée, Itoki contacte le centre de commandement et confirme que la cible a été détruite et que le village tient toujours. Mitsuzo est soulagé même s'il avertit encore Itoki de ne pas se jeter à nouveau dans un danger pareil. Sans perdre de temps, Itoki, Kirei et Susanoo commencent à foncer pour retourner à la base. Pendant ce temps, au siège du NSC, Shioni rend visite à Genji qui est à maintenant enfermé pour le meurtre de Yatu. Elle exige la vérité mais il se montre arrogant et refuse de dire quoi que ce soit sans protection juridique. Shioni lui dit qu'ils ont déjà attrapé un Kogan à Jutrai pour se débarrasser du corps de Yatu et que cette personne a relié Genji au crime.
Même alors, Genji ne pliera pas, après lui avoir dit de se souvenir de ce que la justice est censée signifier. Elle s'en va. Seul dans sa cellule, Genji commence à concentrer son esprit comme s'il se préparait à utiliser une technique cachée. De retour à Aiga, Yumika et Kosetsu finissent enfin par arriver au manoir. Kuzu remercie Kosetsu d'avoir ramené Yumika et dit au chef du clan qu'Itoki s'est bien débrouillé en agissant à sa place. Yumika est fière d'entendre ça, puis tout va de travers. Kosetsu se saisit soudain la tête de douleur. Son expression change, ses yeux deviennent rouges et elle perd le contrôle d'elle-même. Devant tout le monde, elle sort un couteau et exige l'emplacement du noyau secret d'Aiga. La nouvelle parvient à Itoki et il se précipite pour revenir. À l'intérieur du manoir, Kosetsu accule Yumika dans une pièce et l'interroge agressivement. Même après avoir été frappée, Yumika reste calme et continue de traiter Kosetsu comme de la famille. C'est alors que la vérité devient claire, Genji est en train de contrôler Kosetsu depuis l'intérieur de sa cellule. Pendant que Yumika essaie de la réconforter, Kosetsu la poignarde. Lorsqu'Itoki revient, c'est déjà terminé. Il trouve sa mère gisant dans le sang, immobile sur le sol, tandis que Kosetsu se tient à proximité, complètement sous le choc. Le lendemain matin, le pays est inondé de rapports d'incidents bizarres, de brouillards étranges, de signaux téléphoniques brouillés, d'incendies, de coupures de courant, d'usines, explosions et autres catastrophes, mais rien de tout cela n'est aléatoire. Tous ces endroits appartiennent à des dirigeants qui s'est opposé à Koga pendant le conseil. Kuzu traque tous ceux qui se sont opposés à lui. À la manoir, Itoki est anéanti par la mort de Yumika. Ce qui le brise encore plus, c'est que la personne ce qui la frappa, c'était quelqu'un en qui il avait eu confiance depuis l'enfance. Du côté de Koga, des rapports arrivent disant « Les groupes Hachi, Bison et Habaki ont déjà été anéantis et le deuxième assaut sur Iga est... On se rapproche. Kito donne à son équipe une dernière chance de terminer le travail. S'ils échouent, ils perdent leurs vies aussi. » Ailleurs, Suzaku est averti de ne pas retourner à Koga parce que Kito voit maintenant quiconque échappant à son contrôle comme jetable. Il apprend aussi pourquoi son père est mort, comment va un et s'opposait à gouverner par la peur parce qu'il se souciait réellement de l'avenir du village et plus que tout, il essayait de protéger Suzaku. De retour à Iga, une réunion officielle du clan commence. Là, Itoki signe le parchemin de l'Alliance et y appose le sceau rouge, devenant officiellement le 19e chef d'Iga. À l'instant où cela se produit, la salle se remplit de colère. Certains exigent une vengeance immédiate contre Koga, d'autres réclament l'exécution de Kosetsu. Itoki met fin au chaos et demande à tout le monde d'attendre que les funérailles de Yumika soient terminées avant d'agir. Le lendemain, Susanoo dit qu'elle doit rentrer chez elle parce que son père l'a contactée. Kure décide aussi de partir. Susanoo veut rester pour les funérailles parce que Yumika a été si gentille avec elle. Quand on pose la même question à Kure, elle hésite. À peu près au même moment, Shione rencontre Takasada et lui dit que les meurtriers de Hayato sont toujours en détention et que le fondateur du NSC a temporairement pris les commandes. Elle lui remet aussi note montrant des liens entre Genji et Koga. Shione est déterminée à faire répondre Koga de ce qu'il a fait, mais elle veut aussi savoir si Kosetsu avait un quelconque véritable lien avec eux. Susanoo dit qu'elle ne croit pas que Kosetsu ait été une traîtresse de son plein gré et demande à Shione d'enquêter sur la mort de Yumika correctement. En entendant cela, Kure est visiblement ébranlée. Plus tard dans la journée, Takasada amène Itoki voir Kosetsu. Elle a été ligotée parce qu'elle a essayé de se suicider plusieurs fois. Quand elle parle, elle dit qu'elle ne se souvient que d'avoir entendu dans sa tête un son semblable à celui d'une cloche. Après ça, tout est devenu blanc. La chose suivante qu'elle a su, c'est que Yumika gisait dans son sang devant elle. Elle dit qu'elle mérite de mourir parce qu'après ce qui s'est passé, il n'y a plus de sens dans sa vie. Puis Tokusada leur dit toute la vérité, Kosetsu est en fait la fille de Kito. Née d'une relation secrète, comme d'autres enfants utilisés par Koga, elle a été placée ailleurs, comme une espionne. Une micropuce a été implantée dans son cerveau quand elle était jeune, lui permettant d'être contrôlée à distance. Kosetsu s'effondre et demande pourquoi Takasada savait cela et ne l'a jamais mise dehors. Sa réponse est simple et douloureuse. Il l'a dit à Yumika il y a longtemps, à l'époque où elle voulait pour la première fois prendre Kosetsu en charge. Même en connaissant la vérité, Yumika a tout de même choisi de l'élever. Elle l'a accepté complètement. Même le nom Kosetsu, qui signifie neige rouge, était quelque chose que Yumika s'était donné elle-même. L'entendre l'a détruit. Itoki fait d'un pas en avant et tient Kosetsu dans ses bras tandis qu'elle pleure. En même temps, Tokusada avoue autre chose. Il se pourrait qu'il y ait encore un autre espion à l'intérieur d'Aiga. Ailleurs, Kito écoute un rapport sur l'état d'Aiga et décide avec suffisance qu'il n'a pas besoin de Death. Agir pour le moment. Selon lui, un enfant comme Itoki, prendre le contrôle ne fait que rendre les choses plus faciles. De retour au village de Fuma, Kure essaie de tout rapporter à son père. Mais des assassins envoyés par Koga les entourèrent déjà. Son père donne sa vie pour qu'elle puisse s'échapper. Pendant ce temps, Susanoo va voir son père à l'hôpital. Il essaie de faire comme si tout allait bien, mais elle voit vite la vérité. Il a perdu une de ses mains.
Il lui dit que les ouvriers de l'usine de Koga étaient bousculés et maltraités et que lorsqu'il s'est opposé pour protéger les gens qui souffraient tant là-bas, c'était le prix qu'il a payé. Susanone se précipite vers lui et s'effondre en larmes, réalisant à quel point cela fait mal. Son père et leur village avaient rapporté tout ce temps. Après les funérailles de Yumika, Itoki est toujours anéanti. Il est assis devant sa photo essayant de prier, mais en réalité, il lutte simplement pour croire que tout cela est réel. Le soir suivant, Suzaku apparaît de nulle part. Leur conversation tourne vite au vinaigre et elle se termine par une bagarre après que Suzaku est allé trop loin et lui a demandé ce que ça fait de perdre quelqu'un de précieux. Suzaku avoue alors que son propre père est mort pour s'être opposé à la campagne de Kidu pour écraser d'autres villages et dit qu'il se bat toujours parce qu'il veut se venger. Plus tard, lorsque Suzaku retourne à son appartement, il commence à fouiller sa chambre et remarque une vieille photo de lui avec son père. Quelque chose semble étrange, il ouvre le cadre et y trouve une carte mémoire cachée à l'intérieur. Une fois qu'il la charge sur son ordinateur, il trouve des fichiers vidéo montrant la dernière rencontre de Kishamaru avec Kido. Dans les images, Kishamaru rejette la vision de son frère d'un monde sans ninja. Kido soutient que les ninjas devraient être effacés et remplacés par l'armée Asura, le laissant contrôler le pays depuis l'ombre. Kishamaru qualifie cela de tyrannie, pas de paix, et le supplie de s'arrêter. Kido refuse. Il dit que Kishamaru ne pourrait jamais comprendre la vraie souffrance, puis le tue parce que il se dresse en travers de son chemin. En voyant cela, Suzaku est brisé. Il avait passé tout ce temps à blâmer Ego pour la mort de Kishamaru, pour apprendre ensuite que l'homme en qui il avait le plus confiance s'est lui-même assassiné. De retour dans Ego, un message arrive de Kido exigeant que le village remette le noyau ninja secret et se rende complètement. Le clan est furieux et prêt à riposter, mais Etoki dit à tout le monde de attendre. S'ils agissent sous le coup de la colère maintenant, ce sont les habitants d'Ego qui en paieront le prix. Peu après, il rassemble le village et annonce le choix qu'il a fait. Il dit qu'il donnera à Koga le noyau secret s'ils acceptent de laisser Ego indépendant. Presque personne ne croit que Koga respecterait un jour cet accord. Même ainsi, Etoki refuse de changer de cap. Il leur dit clairement que c'est sa décision. Et si quelqu'un ne peut pas l'accepter, il est libre de partir. Puis il sort, laissant la salle et le vacarme. Au même moment, la proviseure apporte la nouvelle de l'offre de paix d'Ego au NSC. Elle veut elle-même la combattre, mais sans preuve, il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire. La proviseure souligne que le geste d'Ego a au moins forcé Koga dans un coin plus étroit et pourrait arrêter quelque chose d'encore plus grand. La guerre d'éclater. Pourtant, il est clair que le NSC s'engage dans une crise plus profonde qu'auparavant. Du côté de Koga, ils ne sont pas contents non plus. Kido n'a aucune réelle intention de régler les choses pacifiquement. Son objectif est simple. Obtenir d'abord le noyau secret, puis lancer un nouvel assaut total sur Eiga. Avant cela, il veut que le projet Asura soit entièrement prêt. Plus tard, Shione rencontre Etoki et lui dit « Koga n'a toujours pas répondu et le NSC se fait balader tout en essayant de s'en occuper. Elle est frustrée et honteuse que l'organisation ait été si inutile, tandis qu'Eiga continue de souffrir. Etoki essaie de la calmer, puis l'arrête avant qu'elle ne parte parce qu'il a encore quelque chose sur l'esprit. Ailleurs, Kure se rend aux ruines du village de Sishu pour voir Susanon. Dans le sous-sol, Susanon travaille toujours seule, assumant le devoir de son village détruit en tant que dernière survivante. En la voyant pleurer, Kure finit par craquer. Elle avoue que c'était elle qui fournissait à Koga des informations à propos d'Eiga, de l'invasion, de la confusion, même la mort de Yumika était toute liée au choix qu'elle a fait. Elle dit qu'elle a trahi tout le monde, mais après avoir tout entendu, Susanon lui dit quand même qu'elle croit qu'elle est une bonne amie. Elles finissent toutes les deux par se serrer l'une contre l'autre et pleurer ensemble. Cette nuit-là, Suzuku rencontre Kito et dit qu'il a trouvé la vidéo cachée que son père a laissée derrière lui. Au lieu de l'exposer, il s'en sert pour prouver sa loyauté et déclare qu'il veut vivre et mourir en tant que ninja Koga. Kito accepte cela et le laisse se joindre au prochain assaut sur Eiga. Le lendemain matin, Eiga tient une autre réunion de clan. Beaucoup de gens rejettent encore le plan de paix et certains exigent même qu'Etoki se retire parce qu'ils pensent que ce rôle est trop lourd pour lui. Etoki coupe court immédiatement. Il refuse d'abandonner son autorité, peu importe à quel point il se mette en colère. En même temps, Suzuku est soudainement attaqué par surprise et lui a réellement fait confiance. Les propres hommes de Koga parvient à les repousser et apprend que Koga prévoit d'attaquer Eiga le lendemain. Peu de temps après, Kure arrive à Eiga en espérant voir Etoki, mais Tokusada l'arrête. Elle dit qu'elle veut seulement s'excuser de lui avoir menti et de l'avoir trahi tout ce temps. Tokusada lui dit alors quelque chose d'important, elle n'était pas la vraie traîtresse. Oui, elle a causé des dégâts, mais elle a aussi aidé à détruire la base des Ninja Machines, ce qui a sauvé Eiga. Il lui dit qu'Etoki ne peut pas la rencontrer, elle maintenant parce qu'il porte trop et n'a de place pour rien d'autre. Un autre jour calme et lourd passe, Suzunon envoie quelque chose par hibou.
Kure se coupe les cheveux près du vieux ruisseau comme si elle essayait de se détacher de celle qu'elle était autrefois. Tokusada et Kosetsu continuent de veiller silencieusement sur Etoki tandis qu'il reste enfermé à écrire. Pendant ce temps, certaines personnes à l'intérieur, des gars décident qu'elles devraient prendre le contrôle d'Etoki et du noyau secret elle-même. Cette information atteint rapidement Kito qui ordonne à son agent caché à Eiga de bouger pendant que Tokusada est absent. Tout a déjà été mis en mouvement alors que tout le monde se met en place. Ra se dirige discrètement vers une chambre de Tokus avant les autres, mais l'oncle Kuzu attend déjà. Là, il demande pourquoi elle a quitté son poste. C'est à ce moment-là que la vérité éclate enfin. Raha était la traîtresse. Les deux s'attaquent immédiatement. Kuzu explique qu'Etoki l'avait déjà compris. Dehors, la personne véritablement responsable de la mort de Yumika n'a jamais été Kosetsu, c'était la taupe toujours cachée au sein d'Eiga. Comme Koga était resté d'une longueur d'avance tout ce temps, démasquer cette personne est devenu l'objectif le plus important. Tout jusqu'à cet instant faisait partie d'un piège planifié par Etoki, Tokusada et les autres. Une fois que Raha se rend compte qu'elle a là été démasquée, elle maudit Eiga, mais avant que quiconque puisse l'interroger, elle boit du poison et meurt. Puis la lettre d'Etoki est révélée. Dans celle-ci, il s'excuse d'avoir trompé tout le monde. Il explique que le véritable objectif de Koga n'a jamais été seulement la vengeance. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est une puissance suffisante pour contrôler le monde ninja tout entier. Tokusada ajoute que la mort de Hoson paraît également suspecte, ce qui signifie que le complot plus profond est encore plus laid qu'il ne le pensait. À cause de la lettre d'Etoki, tout le village comprend enfin ce que Koga a réellement cherché. Ailleurs, après s'être occupé des hommes de Koga, Suzaku croise la route avec Tokusada. Il ne dit presque rien, se contentant de remettre la vidéo qui prouve que Kito a tué Kishimaru, puis disparaissant. De retour à Eiga, la lettre d'Etoki inclut un ordre supplémentaire. Si Koga attaque, les villageois ne doivent pas mourir en défendant l'endroit. Ils doivent fuir. Tant que les gens vivent, Eiga vit encore. Une fois que la mise à jour de Tokizada confirme la situation, Etoki accepte enfin qu'il n'y a plus de voie possible par les mots. Les pourparlers de paix sont terminés, alors il fait un dernier choix. Pendant que Koga lance son attaque sur Eiga, il se glissera lui-même en territoire ennemi et affrontera Kito directement. Tokusada s'y oppose fermement et dit que c'est suicidaire, mais Etoki a déjà décidé. Cette fois, il va se déplacer en utilisant le noyau ninja secret d'Eiga. De retour à Eiga, Kuzu et les autres sont secoués quand ils se rendent compte qu'Etoki a rayé son propre nom des registres du village. Tout le monde veut se lancer à sa poursuite et le soutenir, mais Kuzu les en empêche. Il dit que la meilleure chose qu'il puisse en faire maintenant est de rester et de tenir, Koga achetant à Etoki le temps dont il a besoin. Sur la route couverte de neige, Etoki continue d'avancer. Avec Kuzetsu et Tokusada juste derrière lui, il leur dit de faire demi-tour, mais il s'est déjà écarté de son rôle de chef, il n'a donc plus le droit de leur donner des ordres. Il voulait que Kuzetsu survive quoi qu'il arrive, et il espérait que Tokusada resterait en arrière pour aider les villageois à s'échapper en toute sécurité. Aucun des deux n'est d'accord, tous deux choisissent de marcher avec lui tout droit en territoire ennemi. En fin de compte, Etoki cède. À l'intérieur de Koga, le plan d'assaut final est déjà verrouillé. Minuit est l'heure de départ et ils comptent tout terminer en moins d'une demi-heure. Leur effectif n'est plus ce qu'il était, mais ils sont toujours prêts. Au moment où le groupe d'Etoki entre dans la société Koga, le personnel d'accueil déclenche l'alarme d'urgence. Le bâtiment se verrouille et des ninjas armés se resserrent autour d'eux. Observant d'en haut, Kito a l'air complètement détendu, presque diverti comme s'il voyait déjà la fin. À ce même moment, la bataille à Eiga commence. Kuzu et les autres se tiennent prêts à protéger à la fois leur foyer et l'équilibre de la paix. À l'intérieur du bâtiment Koga, le premier affrontement éclate rapidement. Du gaz envahit soudainement l'étage et Susan Own et Kir apparaissent, se jetant dans le combat. Ils décident de rester au niveau inférieur et d'y contenir les ennemis. Soatoki, Kosetsu et Tokusada peuvent continuer à monter. Au deuxième étage, d'autres combattants Koga leur barrent la route. Même maintenant, Etoki essaie encore d'abord les mots. Ils demandent la paix une dernière fois. Leur réponse est un essaim de ninja robot. Kosetsu est prête à charger, mais Etoki l'arrête et s'avance à sa place. Il libère le noyau secret d'Eiga et anéantit les machines en une seule déflagration. L'attaque fonctionne, mais le prix à payer est énorme. Cela le draine tellement qu'il manque de s'effondrer sur place. Tokisada se déplace pour le couvrir tandis que Kosetsu l'entraîne plus loin. Alors que les combats s'étendent en dessous, Etoki et Kosetsu atteignent enfin l'étage où se trouve la chambre de Kidu. Mais d'autres gardes les y attendent, dont Imura et son père. Puis Suzaku apparaît de derrière et ouvre le feu sur eux sans hésiter. Lui et Etoki n'échangent qu'un seul regard avant de se comprendre. Etoki dit à Kosetsu d'avancer, laissant Suzaku derrière pour gérer le combat. Cela permet à Etoki et Kosetsu de se frayer un chemin jusqu'au bureau de Kito. À l'intérieur, Etoki essaie une dernière fois pour faire pression en faveur de la paix. Mais à présent, ses paroles portent aussi un avertissement. Kito lui rit au nez.
Il se moque d'Etoki parce qu'il parle de paix tout en n'ayant pas le cran de tuer. Etoki lui demande quand même pourquoi il voulait écraser chaque village et pourquoi Yumika devait mourir. Il se demande même tout haut si Kito haïssait le fait d'être né dans le monde des ninjas et voulait détruire tout le système pour que plus personne n'ait à vivre le même genre de vie. Dehors, Suzaku vainc Kimura et le transforme même en otage. Pendant un moment, Imura et son père croient toujours que le pouvoir et le contrôle sont tout ce qui compte. La paix ne signifie rien pour eux. Imura, toujours furieux de la trahison de Suzaku et de tout ce qui s'est passé, à l'école, le poignarde soudainement. Même grièvement blessé, Suzaku refuse de s'arrêter, il dit qu'il veut reconstruire Koga en quelque chose de mieux, un village avec de la chaleur, pas l'endroit froid qu'il est devenu. De retour dans le bureau, Kito ricane de la tentative d'Etoki de le comprendre. Il admet ouvertement que Yumika est morte simplement parce qu'elle le gênait. En entendant ça, Etoki et Kosetsu arrêtent de gaspiller des mots et se tournent pour partir. Et c'est à ce moment-là que la vérité du piège se révèle. Tout ce que Kito vient de dire a été enregistré sur l'appareil qu'Etoki a apporté avec lui et envoyé directement au NSC. Plutôt, il a secrètement travaillé avec Shioni pour réunir des preuves suffisamment solides pour que le NSC finisse par agir. Dès que les preuves sont confirmées, l'ordre est donné. Shioni et l'équipe d'intervention du NSC font sauter leur entrée dans le bâtiment et se précipitent à l'intérieur. Kito voit ça se produire sur les moniteurs et laisse tomber la comédie immédiatement. Il libère son propre noyau de ninja et attaque Etoki de front, cherchant à l'emporter avec lui. La force est terrifiante. Kosetsu se jette devant Etoki, mais l'attaque la projette sur le côté. Kito continue d'avancer, forçant Etoki à un combat rapproché désespéré. Son noyau est encore plus destructeur que celui des Gas, et il devient évident à quel point il est réellement dangereux. Avec l'aide de Kosetsu et une brève ouverture, Etoki parvient à frapper au cœur de Kito. Mais ça l'entame à peine, ce truc est incroyablement résistant. Pourtant, le combat continue de monter en intensité jusqu'à ce qu'un Toki finisse par le repousser. Ailleurs, Suzaku saigne abondamment mais tient toujours debout. Même alors, tout ce qu'il veut, c'est tuer Kito lui-même. Pour le logement et Kishimaru. À l'intérieur du bureau, le passé de Kito apparaît. Il est né non désiré, traité comme rien et élevé dans la misère par Koga. Mais Etoki refuse de laisser cela devenir une excuse. Il lui dit que la vie est injuste pour tout le monde. La souffrance ne justifie pas de détruire tout et tous ceux qui t'entourent. Il dit que la haine ne mène nulle part et il refuse toujours de le tuer. Puis Etoki se détourne. Ce bref instant donne à Kito l'occasion de reprendre son arme, un coup de feu retentit. Mais ce n'est ni Etoki ni Kosetsu qui tombent. Tokusada arrive à la dernière seconde et tue Kito lui-même. À ce moment-là, Shione et la NSC sont déjà là, ils sont témoins de la scène. Après seulement quelques derniers mots, Tokusada saute du bâtiment et disparaît avant que quiconque puisse l'arrêter. Lui, Shione n'a d'autre choix que de faire son travail. Un avis de recherche est diffusé pour Tokusada pour avoir tué le chef de Koga. Même s'il est évident qu'elle ne veut pas que les choses d'Otenyan se terminent ainsi, dans les conséquences, Susanoo, Kure et Suzaku survivent de tous, bien que blessés grâce à l'intervention de la NSC. Le combat est enfin terminé. Plus tard, Etoki et Kosetsu marchent côte à côte le long de la même route enneigée, se dirigeant vers un avenir incertain. Voici passe, avec l'aide de Shione, Iga et Koga parviennent tant bien que mal à garder leur relation intacte. Tokusada reste porté disparu et Shione n'abandonne jamais sa recherche. Le village de Shichu continue d'exister et Susanoo devient une talentueuse fabricante d'outils de ninja tout comme son père. Kure devient une actrice à succès, ce qui lui convient parfaitement puisque jouer des rôles a toujours été sa plus grande compétence. Suzaku, plus âgé maintenant et portant les cheveux longs comme Kishimaru, devient le nouveau tête de Koga et de Kosetsu debout devant les tombes de la famille Sakuraba. Nous apprenons ce qu'est devenu d'Etoki. Il a choisi une vie normale, il a grandi pour devenir un employé de bureau ordinaire, mais même après, tout cela, il n'a jamais vraiment changé. Il est resté gentil, doux et toujours prêt à aider les gens autour de lui. À la fin, tout le monde semble avoir atteint la vie paisible pour laquelle il se battait autrefois. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante jusqu'à une nouvelle.